Partie de mon intervention. Dans un premier temps, en fait, je vais vous parler de... je me suis arrêté à la phrase « There is no alternative ». J'ai essayé de comprendre un peu quelles étaient les résonances de cette phrase dans notre univers contemporain marqué par une culture visuelle, donc je parle du web. Juste pour vous donner le contexte de mon intervention, je vais essayer de parler très très vite parce que je pense que j'avais une intervention de 15 minutes plus un clip, alors je vais couper l'intervention pour faire le plus bref possible. Le contexte, bien sûr, ce sont les manifestations d'une culture visuelle. Et la question qui m'intéresse, que je me pose depuis un certain temps, c'est ici, comme on le dit, le web est une encyclopédie vivante. Je trouve ça un peu problématique comme expression, mais c'est pas grave, on va la prendre comme ça. Une manifestation de notre intelligence collective, encore une fois, un terme que je trouve un peu problématique, mais quand même, elle me permet de poser une question. À quel type de savoir conduit-il? À quels résultats ces principaux moteurs de recherche nous donnent-ils accès? C'est-à-dire que la deuxième question est bien sûr la façon dont que j'ai d'essayer de répondre à la première question, qui est le type de savoir qu'on voit se développer en ce moment. Alors, j'ai 4 parties. There is no alternative. Resistance is futile. I would prefer not to. Et le just watch me, évidemment. Alors, ce qui étonne d'une telle phrase, there is no alternative, c'est son caractère entendu. À peine énoncée, elle semble s'imposer comme une vérité de ces choses immuables avec lesquelles on a appris à composer. Elles sont là, telles des colonnes doriques, défiant le temps. Évidemment, les lapalissades font d'impressionnantes colonnes doriques. Que fait-on quand il n'y a plus d'alternative? Comment réinvente-t-on une alternative à ces alternatives dites ne plus exister? Comment, pour poser la question autrement, se défait-on d'un tel performatif? Car, à la manière des performatifs de Austin, l'énoncé « There is no alternative » construit sa propre réalité en fermant, de par sa seule énonciation, la possibilité d'un choix. Il n'y a plus d'alternative parce qu'il est affirmé qu'il n'y a plus d'alternative, ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Mais cette réalité, évidemment, est conventionnelle et les alternatives, bien sûr, il y en a toujours, même s'il faut, pour les faire apparaître, redessiner le champ sémantique, décloisonner la pensée réduite à un dé à coudre et, en quelque sorte, déconstruire les présupposés en fonction desquels la phrase a été énoncée. Ce travail peut se faire sur un mode politique, philosophique, idéologique. Je pense qu'une grande partie de l'après-midi va passer, sera consacrée à ces modes-là. Moi, j'ai essayé de le faire sur un mode culturel et langagier. C'est le bouton, et là je vais citer Margaret Thatcher, c'est le bouton sur lequel j'aimerais presser ici. There is no alternative. Au-delà de son caractère absolutiste, cette phrase rejoint un ensemble d'autres phrases du même type, dites célèbres, des phrases prononcées en règle générale par des politiciens, avides de buzzwords, de catchphrases et des effets spectaculaires des soundbites, et tous ces termes-là en anglais sont presque à dessein, dit à dessein en anglais, qui transforment leurs propos vaguement insignifiants en clips hautement médiatiques. La phrase de Thatcher s'insère ici dans la série des Read My Lips, Just Watch Me, I Have a Dream, Yes We Can, Where's the Beef, It's the Economy, Stupid, Change We Can Believe In, Too Big to Fail, A Proof is a Proof is a Proof, With Us or Against Us, It's a War on Terror, Ich bin ein Berliner. Ask not what your country can do for you. I didn't in hell. I'm not a crook. Mistakes were made. The only thing we have to fear is fear itself. Crisis, what crisis? Et ainsi de suite. Et non, une fois lancées, ces phrases semblent s'imposer et elles se disséminent dans l'espace social, entre autres dans les médias, évidemment dans les médias sociaux et sur le web. Deuxième partie, Resistance is futile. Alors, bien sûr, l'expression aurait pu ne pas dépasser les frontières de la politique anglo-saxonne ni celle des listes de political catchphrases, mais elle s'est rapidement imposée de sorte que maintenant, l'acronyme TINA se retrouve dans de multiples sphères, les unes critiques, les autres fortuites ou alors tout simplement ignorantes de la source initiale de l'expression. Et là, une petite recherche Google donne des résultats extraordinaires. Ici, on apprend que TINA est une revue française, une revue littéraire française. Enfin là, c'est pas le Google parce que j'ai déjà collaboré à TINA. C'est une revue littéraire française qui se veut une forme de résistance au discours dominant et aux idées reçues. Évidemment, TINA n'a pas pour ligne éditoriale une adhésion au dictat de la droite anglaise, mais dans la logique du détournement, une dénonciation de cette pensée magique et hégémonique. TINA a donc tourné en dérision, du fait même de servir de chapeau à une forme de résistance. Dans la même perspective, TINA est le titre d'un projet de rap français qui réunit quelques rappeurs sous le parapluie du projet Xanadu. Leur album est sorti le 15 juin 2012. Vous avez ici, bien sûr, le début. TINA
est une belle princesse sans odeur ni couleur, passée maîtresse dans l'art de façonner un leurre. Elle exploite et analyse chacune de nos peurs, nous transforme en marchandises, nous utilise d'un ton railleur. Tina est le fantôme du doctrine qui leur permet de justifier leurs crimes. Belle princesse sans odeur ni couleur, Tina trône au fond de sa demeure pour ce qui est de ses valeurs. Voilà, un exemple. Deuxième exemple, bien sûr, Tina, c'est aussi un festival d'art. This is not art. Donc, on passe de Tina alternative à Tina Art, situé à Newcastle, en Australie, et qui ont consacré à l'exploration et à l'expérimentation des arts médiatiques et des concepts qui y sont liés. Le nom du festival provient d'un graffiti qui a longtemps orné l'édifice le plus haut de Newcastle, à savoir de Latech House, qui avait été laissé aux squatteurs. Le nom permet de mettre l'accent sur le caractère non officiel de l'événement. Tina, c'est encore une agence de publicité qui tire son acronyme, elle aussi, de la même proposition, This is not art. C'est aussi un consortium qui offre ses services en télécommunications, information, networking et architecture. Ah oui, ça c'est mon favori. C'est depuis une compagnie qui propose des environnements open source développés afin d'accélérer le processus d'analyse de l'image. Le nom TINA vient de Tina is no acronym, ce qui en fait un méta-acronyme, ou encore un paradoxe comme celui du menteur crétois, à savoir TINA n'est pas un acronyme, or TINA est l'acronyme de TINA n'est pas un acronyme. C'est donc dire que TINA est un acronyme quand il n'est pas dit qu'il n'en quand il est dit qu'il n'en est pas un, et vice-versa, vous aurez compris. Je dois vous avouer que quelqu'un a dû vraiment beaucoup aimer ses cours de logique quand il était à l'université. On ne voit pas, par contre, en quoi cette aporie nous aide à accélérer le traitement de l'image. Ah, there is no alternative. Le dictionnaire visuel Google. Alors, moi, le dictionnaire visuel Google, c'est une invention de, non pas les moteurs de recherche, mais l'expression, c'est le nom que moi je donne pour rendre compte des effets des pages de résultats de Google Images. Donc, vous savez, maintenant, vous entrez un mot dans le moteur de recherche Google, vous pesez sur image et vous avez des images, bien sûr, pour tout. Essayez rien, le vide, le néant, il y a des images pour tout. Mais pour moi, c'est un des effets, bien sûr, de cette culture de l'image à laquelle le web nous donne accès en ce moment et qui pose des problèmes cognitifs, des problèmes de savoir tout à fait importants. Alors donc, le dictionnaire, le DVJ, pour moi c'est juste le DVJ, on nous apprend dès les premières pages de résultats que le terme est autant associé à Margaret Thatcher qu'à un ensemble de politiciens, de David Cameron à George Bush. Mais le DVJ nous apprend aussi qu'il y a une iconographie complète de Tina, que quelle que soit la couleur que nous choisissions, ça c'est la suite du résultat, le rouge, parce que vous pouvez choisir vos couleurs de résultats. Donc, there is no alternative en rouge. There is no alternative en bleu. There is no alternative en gris. Donc, en fait, plus on explore... Ah oui, j'avais même filmé mon affaire. Plus on explore les résultats sur Google, plus on comprend que l'expression, en s'éloignant de son contexte initial d'énonciation, s'est vidée de son sens premier pour devenir une phrase toute faite, une figure de grande habileté, un peu à la manière, mais bien sous une forme restreinte, de l'image du Che Guevara, qu'on retrouve sur des t-shirts, des tasses de café. Tina, c'est tout et rien et n'importe quoi. C'est impérial, c'est colonial, c'est britannique, c'est néolibéral. I would prefer not to. Évidemment, cette assertion aveugle à toute forme de négociation, à cet énoncé à l'idéologie simpliste, pensée, pour moi c'est une pensée dans un dé à coudre, il faut répondre, comme l'a fait Bartleby, le personnage de Herman Melville dans Bartleby the Scrivener, I would prefer not to. Je préférerais pas. Évidemment, Bartleby, vous le savez, c'est ce scribe qui s'installe dans une étude d'avocat à Wall Street et qui, après quelques mois de travail, décide systématiquement de ne plus rien faire. Et à la question, voudriez-vous copier cet acte notarié, il répond, I would prefer not to, et s'installe là définitivement dans une forme muette de résistance, c'est-à-dire qu'il ne dit rien d'autre que I would prefer not to. Et pour moi, répondre à There is no alternative, mais la seule réponse possible, c'est de répondre I would prefer not to. Je préférerais ne pas rester dans cette position totalement simpliste qui consiste à dire il n'y a pas de choix au néolibéralisme, il n'y a pas de choix à l'économie de marché, tel que Thatcher et Sisby pouvaient le proposer. Évidemment, la solution de Bart, moi, il y a évidemment I would prefer not to version DVG.
Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est non pas faire du 19e siècle, comme au 19e siècle, un Bartleby négatif disant ne voulant plus rien dire, mais plutôt faire la contrepartie contemporaine de Bartleby, c'est-à-dire non pas me taire face à l'idiotie, faire l'idiot et me taire face à une parole totalement idiote, qui est celle de Thatcher et des autres, mais bel et bien plutôt prendre ces paroles-là et les retourner, les déconstruire, m'amuser à faire en fait un remix culturel. Alors, au lieu de vous présenter ce que sont les remixes culturels, je me suis amusé à en faire un moi-même sur la base de la notion de turbulence, chère bien sûr à Jean Charest et ses amis. Alors voici ce que ça donne.